Bienvenue sur Innov TV. Émission Rencontrer la connaissance. Avec un extrait du livre Le génie royal. Auteur Ali Hamzine, édition Académie internationale. La monarchie démocratique au service de la nation. La vaillance et l'amour de la patrie ont offert à l'humanité de grands hommes qui ont façonné sa destinée. La fidélité indulgente et magnanime du souverain Mohamed VI ne cesse d'enseigner que l'acte de servir la nation est une vocation noble et un choix de conviction humble, de renoncement, de dévouement et de sacrifice. Comme elle est aussi bien une réponse à l'appel incessant de la patrie, tout comme les grandes volontés et les personnalités historiques qui rayonnent encore sur les podiums de l'histoire de l'humanité, et qui resteront éternellement des exemples illustres de la vertu et de la morale et dont son grand-père Mohamed V était un des meilleurs et des plus brillants. Un roi et un sultan qui avait posé les jalons d'un État moderne et uni, indépendant et démocratique, par son abnégation et sa fidélité au peuple et à la nation. Héritage de responsabilité et de conscience patriotique, transmis à son descendant le roi Hassan II, qui sut ancrer et fortifier les fondements de base de la nation et ses assises économiques et institutionnelles, et c'est dans cette suite monarchique, démocratique et de soucis patriotiques continus, que le Maroc franchit chaque nouvelle étape de son cheminement, de son évolution et de ses avancées dans la sérénité. Faire régner la démocratie et la suprématie des institutions dans la continuité, est ce dont fait aussi preuve posément le souverain, à tous les instants et à tous les événements de la nation, dans le maintien des équilibres et dans la pérennité de l'État, et dont l'exemple patent, le vide institutionnel de plus de 5 mois que le Maroc a connu sans renouvellement de gouvernement ni de parlement, à cause de l'incapacité d'un Premier ministre, réélu pourtant pour un second mandat en octobre 2016, à composer son portefeuille de ministre avec les différents partis, lapsus qui a remis sur la table un besoin de régénération d'une certaine élite politique et de son rajeunissement. Période pendant laquelle le royaume a continué à être gouverné par le roi comme en tout temps, et mieux encore, en ces mois le souverain a ficelé des dossiers gigantesques et des investissements et projets colossaux, aussi bien dans les villes marocaines qu'en Afrique, et où il a concrétisé un montant considérable de plus de 4 500 milliards de dirhams d'investissement sur le continent, tout en engageant une bataille pour la correction de l'histoire et de la géographie marocaine et en ramenant dans la voie de la vérité et de l'union, des bastions jadis adverses, pour en faire des partenaires fiables pour la prospérité de tout un continent et pour ses causes justes, pays qui ont accueilli le royaume en de grand honneur, pour son grand retour à l'union panafricaine. Stabilité, assurance et continuité institutionnelle monarchique qui a permis au pays de poursuivre son cheminement naturel, comme tout au long de son histoire. Légitimité et pertinence historique, mais aussi légitimité nationale de l'accession historique au trône pour une nécessité dictée par l'intérêt supérieur, comme le rappelait le roi Mohamed V à son héritier Moulay Hassan le 9 juin 1957, paix à leurs âmes en ces termes. Tes nobles ancêtres n'ont pas utilisé la force pour prendre le pouvoir et s'installer sur le trône. Leur accession au gouvernement du pays est la conséquence d'une nécessité dictée par l'intérêt supérieur. Le peuple a trouvé refuge en eux. Le peuple s'est rangé derrière eux après que les égoïsmes et les anarchies eurent dispersé ses rangs. Ils ont restauré les ruines de ce pays, réunifié le peuple et reconstitué la nation. Ils ont défendu ce sol contre les convoitises et les dangers qui le menaçaient, constituant une seule force avec le peuple dont ils partageaient les joies et les peines. La position distinctive du roi au sein des institutions bénéficie également d'une légitimité religieuse en tant que commandeur des croyants, Amir al-Mouminin, article 19 de la Constitution. La légitimité de cette primauté souveraine est exprimée aux échelons des différents pouvoirs constitutionnels, législatifs, exécutifs aussi bien que judiciaires, ce qui en fait une monarchie souveraine énergique et agissante, aussi bien qu'une monarchie gouvernante active et populaire, forte, démocratique et exécutive tant sollicitée par les Marocains, en symbiose avec le gouvernement dont le roi est le leader et le chef d'équipe. Comme le souligne le souverain Mohamed VI, les Marocains veulent une monarchie forte, démocratique et exécutive. Chez nous, le roi ne se contente pas de régner. Je règne et je travaille avec mon gouvernement, nous avons reçu le flambeau pour assumer la responsabilité de conduire le pays, tel est le principe fondé sur la mission spirituelle et légitime du souverain. Le peuple marocain voit en son roi, le gouvernant effectif et le protecteur ultime et il ne peut imaginer un roi qui règne sans gouverner, quoi que puissent y faire allusion certains courants manipulés ou utopistes à outrance. L'avènement de la nouvelle constitution a été un avancement certain dans la monarchie parlementaire, où le chef du gouvernement est automatiquement issu du parti majoritaire à l'Assemblée, et à qui désormais revient le droit de dissoudre la chambre basse du Parlement. Cette constitution qui a démarré une organisation territoriale rénovée, stipulant dans son article 1er, la décentralisation de l'organisation territoriale du royaume, et son fondement sur une régionalisation avancée annoncée et officielle depuis 2015. Les législatives d'octobre 2011 et celles de 2016 sont venues apporter un autre couronnement à ce long processus démocratique et d'état de droit,
et ont prouvé encore une fois que la transparence, la démocratie et la neutralité, se sont désormais érigées en institutions et deviennent plus renforcées encore une fois par la nouvelle constitution, qui enrichit cette nouvelle culture d'un Maroc qui se distingue de plus en plus dans une région en pleine turbulence. Les rapports entre le roi comme chef d'équipe et le Premier ministre sont menés sans aucune improvisation, personne n'empiète sur le domaine de personne, souligne le souverain, ce qui fait aussi la stabilité des fondements et que le Maroc ne connaît jamais de crise institutionnelle. En tant que représentant suprême de la nation comme spécifié dans l'article 19, cela confère au souverain une légitimité d'intervenir dans les débats au Parlement et d'orienter ses travaux et ses commissions, dans l'intérêt de la nation. L'article 28 de la Constitution l'autorise aussi à adresser des messages au Parlement. Comme la Constitution confère au Parlement le pouvoir de renverser le gouvernement par l'engagement de la responsabilité de ce dernier, sur l'approbation de son programme ou sur l'adoption d'un texte de loi ou d'un vote de la motion de censure. L'importance de l'allégeance faite au souverain, le roi Mohamed s'il exprime nettement en ces termes « Nous demeurons fidèles à la voie hassanienne, attachés à la baya qui nous engage et qui t'engage. Baya qui s'inscrit en droite ligne de celles qui l'ont précédée durant plus de 12 siècles, qui puise sa substance dans le livre saint et la tradition du prophète, et qui est intimement liée à la constitution marocaine qui stipule que le roi, Amir al-Mouminin, est le représentant suprême de la nation, le symbole de son unité, le garant de la pérennité et de la continuité de l'État, de la sauvegarde de la religion. Le roi incarnant le peuple marocain, dans une liaison et une fusion, élément clé de la prééminence royale dans le régime constitutionnel marocain, dont le roi est le serviteur du peuple, attaché à lui et se positionnant au-dessus des luttes partisanes et des institutions constitutionnelles. Les peuples quels qu'ils soient, s'attachent à la vertu et sont reconnaissants envers leurs guides, leurs grands hommes et leurs héros. Ils leur sont obligés pour les avoir unis, leur cohésion défendue et leur patrie protégée. Ils leur sont reconnaissants pour avoir fondé leur grandeur, leur puissance et leur prestige et cristallisé leurs revendications. Et de toutes les grandes civilisations qu'a connues le monde, seules les monarchies ont pu combler ce besoin, qu'elles soient égyptiennes, islamiques, sumériennes, nippones, mésopotamiennes, gréco-romaines, celtiques ou mayas. Elles suscitent encore aujourd'hui beaucoup d'admiration, de prestige, de grandeur, de charme et de mystère et elles étaient toutes des monarchies. Et c'est la monarchie comme système politique qui a produit, entre autres, la Grèce antique, l'Empire romain conservé pendant 1000 ans de plus sous la forme régénérée de Byzance, la civilisation des Incas, la civilisation égyptienne, la culture perse, la grandeur de la Chine, celle des Turcs et de l'Empire ottoman, le Japon moderne, fondé la Russie, la Grande-Bretagne et la France, fécondé les arts et les lettres, érigé les plus superbes monuments sous toutes les latitudes et les longitudes. Tout autre système politique se prétendant synonyme de démocratie, ne l'a ni créé, ni honoré depuis les premières années de son instauration. Les populations monarchiques qui vivent sous des royautés, sont aujourd'hui plus d'un demi-milliard de citoyens dans le monde. Plus proche de nous, en Europe, ils sont plus de 220 millions de citoyens sujets des 12 monarchies, dont ceux des 15 pays du Commonwealth, appréciant leur système politique dont les rois tiennent leur position de la naissance. Un attachement séculaire basé sur la continuité des systèmes, qui au Danemark a duré plus d'un millénaire, la plus ancienne monarchie d'Europe, et 1000 ans en Angleterre, la Norvège étant le plus récent royaume instauré en 1905, afin de se libérer de la Suède, d'être reconnu à l'échelle des nations et sortir renforcé de la Seconde Guerre mondiale, grâce au roi Haakon à la tête de la résistance, et qui refusa avec ténacité de capituler face à l'Allemagne. Le roi du Danemark a immortalisé dans les annales ses sorties quotidiennes à cheval dans les rues de Copenhague, occupées par les nazis, dans une défiance et une résistance exemplaires. La famille royale britannique n'a pas quitté Londres pour un refuge ailleurs pendant tout le Blitz allemand. Le roi d'Espagne a eu le même rôle de stabilisateur politique et de protecteur de la nouvelle démocratie née après le régime dictatorial de Franco, et bâti avec le peuple espagnol une nouvelle démocratie. De ce côté-ci de la Méditerranée, le roi Mohamed V n'avait jamais déposé les armes quand il continuait la résistance et fédérait les résistants, même pendant son exil forcé. Héros de la libération, il l'était aussi exceptionnel dans sa douceur, dans sa haute spiritualité, dans son amour pour son peuple et dans son souci pour l'avenir du Maroc. Ses immenses qualités de cœur et sa foi en son peuple et en sa patrie étaient inébranlables, son descendant Mohamed VI est aujourd'hui amplement comparé à son grand-père et père de la nation. Figure de proue de la diplomatie, le roi du Maroc comme les monarques partout au monde, reflète dans le monde, l'image d'un royaume uni et responsable, comme il incarne les événements historiques majeurs du pays, au-dessus des partis. Le roi est toujours pour unir les citoyens et toutes les couches sociales, il fait la stabilité du pays sur la scène internationale et sauvegarde son indépendance et son unité, tel est l'un de ses rôles majeurs et émancipés. La monarchie marocaine séculaire a fondé un empire et une civilisation. Elle continue aujourd'hui de faire du Maroc un pays émerge et un modèle pour de nombreux pays africains et arabes.
Dans leur cheminement historique et leur mouvement social, les peuples atteignent un stade de leur accomplice humain ou de leur frustration, tel qu'ils éprouvent un besoin vital et incessant de s'identifier à un homme providentiel qui puisse cristalliser et incarner leurs aspirations, leurs causes et leurs conditions, et qui puisse personnifier la grandeur de leur nation, sa mesure et sa dimension et apporter ainsi une réponse à leurs ambitions. La monarchie marocaine a été assidûment dans l'histoire des Marocains, cette puissance qui incarne et concrétise leur vigueur, leur résistance et leur unanimité. Comme au temps du protectorat, quand elle prenait la tête de la résistance, la monarchie marocaine assume aujourd'hui un rôle majeur dans la résistance au joug de la domination du mondialisme aveugle, comme elle est un rempart contre les querelles intestines des partis ou d'une oligarchie politique probable, tout en maintenant le pays dans la continuité de sa civilisation, avec un système politique stable et durable, qui ne cesse de renouer avec la modernité et de matérialiser les valeurs du Maroc profond de tous les citoyens. Sans distinction sous l'aile d'un roi protecteur de tous les Marocains de naissance ou de cœur. À l'instar de nombreuses monarchies européennes, le Maroc est représenté par la personne du roi qui transcende les querelles partisanes, se porte garant des intérêts fondamentaux du pays. La royauté marocaine au-dessus des particularismes et des différences, a toujours impulsé et enraciné dans la société, un fédérateur collectif et une culture commune, apte à préserver les identités, à unir et à toujours réconcilier. Le roi est également le garant du bien commun au sein de la société civile et le médiateur des institutions, rôle le plus régalien de son autorité. Seul le roi peut donner au pays sa vraie valeur de patrimoine commun à tous les citoyens, et essentiellement aux plus démunis, un cadre politique protecteur et approprié. La monarchie marocaine a de tout temps garanti la cohésion et l'union qui font constamment la force de la nation. Les Marocains lui sont fortement attachés dans une unanimité fondamentale et ne sont que plus fiers de leur nation qui s'est forgée sous le règne des rois et a triomphé des grands défis des siècles. La monarchie marocaine a fondé la prestigieuse histoire du Maroc et sa civilisation solidement tissée et ancrée en Afrique par le rayonnement de ses dynasties consécutives, qui régnaient sur l'ensemble du Maghreb jusqu'à l'actuelle Libye et au sud saharien sous l'égide du roi Moulay Ismaïl, dès 1672. Ancêtre du roi Mohamed VI, ce roi puissant, administrateur et bâtisseur que l'on comparait couramment à son contemporain européen, Louis XIV, ce roi français qui avait bâti la richesse et la puissance de la France. En intervenant dans tous les secteurs et en appuyant fortement son ministre et contrôleur général des finances, le fameux Colbert, qui accumula de larges tâches de l'État et fut un gestionnaire accompli, chargé du développement du commerce, de l'aménagement de Paris, de l'industrie, de la marine royale, de l'essor des sciences et de la création des usines. La France s'enrichit alors par l'augmentation des exportations et la baisse de ses importations. Ce fut l'apogée commerciale qui enrichit alors la France. Les fastes du royaume de France lui avait permis de devenir un modèle de pouvoir politique, imposant son style aux autres cours européennes, comme il faisait valoir une certaine idée de société. À cette époque, le Maroc était déjà aussi puissant que la France. Son histoire est également gravée à jamais en Europe, par la générosité de sa civilisation andalouse, qui avait englobé les 2/3 de l'actuelle Espagne pendant 8 siècles et jusqu'au bord des Pyrénées. À l'échelle de l'Afrique du Nord, le système monarchique marocain constitutionnel et équilibré, est encore aujourd'hui le système pilote et pionnier d'une émergence économique et politique durable, comme il a été dans son histoire cette force qui a influencé ses voisins de la région dans différents domaines. Le Maroc ayant historiquement confirmé sa particularité et son exception dans la région nord-africaine, par sa monarchie populaire, réformiste et progressiste. Un royaume et un modèle de pays réussi, qui n'a pas seulement conservé les attributs de sa souveraineté au cours de cette longue période de son histoire, mais qui a souvent imposé sa louable volonté aussi bien que sa sagesse, à ses voisins proches ou lointains. Et c'était le roi Moulay Slimane, à l'époque de la Révolution française quand les guerres napoléoniennes ravageaient l'Europe, qui refusa avec mépris l'offre de l'empereur français Napoléon Ier, de restituer Ceuta et Melilla au Maroc, en échange du soutien marocain contre l'Angleterre et la reconnaissance du frère de Napoléon, Joseph, comme roi d'Espagne. En usurpation du trône ibérique, celui que l'histoire espagnole immortalisa sous les traits de José de Botella, le roi intrus. La réponse du sultan était catégorique, que l'Espagne n'appartient pas à Bonaparte et que le Maroc refuse de traiter avec les usurpateurs. Telle fut la sagesse et l'honnêteté d'un roi savant, connu par sa sagesse, son savoir hors du commun, prédicateur et imam, connu dans le monde musulman comme un savant avant d'être connu comme roi, qui officialisa l'abolition de l'esclavage en 1816 longtemps bien avant l'Angleterre et la France. C'était un extrait du livre « Le génie royal success story d'une monarchie ». Auteur, Ali Hamzine. Et à bientôt pour la suite.